Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Flavie. Bonsoir Nora, comment vas-tu? Bien et toi? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on fait l'émission avec la lumière naturelle, parce qu'on est là 1 heure plus tôt que d'habitude. Ouais, Et en c'est même vrai que du temps, coup, les jours allongent tellement vite, quoi. on peut discuter de si c'est le soir ou pas. C'est vrai que Ouais. la lumière est encore bien, Ouais. bien vivace. On sent qu'on se rapproche de cette saison maudite qu'est l'été. Alors au programme ce soir. Ah, tu es figé tout d'un coup. Oui, là on te récupère. Tu Ouais. étais Voilà. frozen. Oui, ce genre de choses arrive. Donc, comme nos spectateurs ont pu le voir, ce que l'on va voir ce soir en premier, ce sont les fameux accords sur les minerais signés entre les États-Unis et l'Ukraine, dont on avait déjà parlé quelques fois, mais qui n'avaient pas abouti jusque-là. La situation indo-pakistanaise, qui est pour dire le peu chaude, pas encore explosive, mais on n'en est pas loin, très proche pour le moment. Les nouvelles élections présidentielles en Roumanie, je crois que c'est la deuxième, vu qu'il y a eu une annulation de la précédente, donc c'est round 2. Le retour de l'extrême droite. La loi euthanasie en France, on en a des nouvelles. On a un peu plus d'informations sur cette triste affaire du meurtre de Aboubacar Cissé, et on a de nouvelles informations sur le fonctionnement de LFI, des informations qui n'ont pas dû en surprendre beaucoup, mais dont on va quand même parler parce que c'est un sujet intéressant. En effet. Alors, sur l'accord minerai ukrainien, bon ça on en parle depuis des mois, c'est ce qui est en jeu dans cette guerre aussi, c'était ce qui était en jeu pour les Américains et pour leur investissement dans cette guerre. C'est arrivé à son terme, a priori. Il y a donc la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur les minerais, le gaz et le pétrole. Il y a un fonds d'investissement qui est créé dans ce sens aussi pour la reconstruction ukrainienne. Principalement dans cet accord, c'est que les revenus de tout ce qui est extraction minière, gaz, pétrole, sont répartis à 50-50 entre les Américains et les Ukrainiens, dans le but aussi de rembourser ce que les Américains ont investi depuis le début de cette guerre. Alors là-dessus, sur les chiffres, ça se bat un peu. Le chiffre officiel est de 150 milliards. Donald Trump parle de lui de 300 milliards. Un peu compliqué de savoir. Et évidemment, sur cet accord, il s'agirait aussi de récupérer, moi je lis sur certains, alors ça dépend de la presse que l'on lit, là Trump aurait réclamé des garanties pour accéder aux minerais ukrainiens de l'ordre de 500 milliards. Donc les chiffres, c'est un peu compliqué d'être précis. Là-dessus, des garanties, c'est-à-dire, oui, c'est quoi des garanties? Alors oui, c'est des garanties, garanties entre guillemets. Je n'ai pas pu avoir plus de détails sur ça, mais peut-être, je sais pas. Mais franchement, Peut-être des engagements de la part de l'État ukrainien à faire des paiements ou des choses comme ça, je sais pas. C'est très difficile d'avoir des articles qui détaillent vraiment, et je pense qu'il est peut-être un peu tôt. Ils n'ont peut-être pas accès à tout l'accord dans sa totalité, donc c'est peut-être un peu tôt pour en parler. En tout cas, on parlait beaucoup de pillage organisé de l'Ukraine. Moi, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Qu'il y aurait une droite préemption totale des Américains. Bon, ce qu'on voit quand même, quelque chose un petit peu plus équilibré dans l'accord signé, puisque l'accord prévoit que le fonds, là je cite Public Sénat,
que le fonds soit créé à part égale et géré de manière équitable entre les deux pays. Je cite, « Aucun des deux acteurs ne dispose d'un vote majoritaire. L'Ukraine conserve un contrôle total et une stricte propriété sur l'ensemble de ses ressources. Et elle se réserve aussi le droit de déterminer ce qu'il faut extraire. 50% des recettes provenant des nouvelles extractions intégreront ce budget du fonds d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. » Donc, d'autres. Donc l'Ukraine conserverait la propriété des sols et des minerais, mais les États-Unis toucheraient justement jusqu'à les bénéfices. Ouais, parce que je ne sais pas quelle est la date butoir non plus, puisqu'en fait c'est plutôt jusqu'à telle somme. Jusqu'à remboursement, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Bah, on peut trouver ça un peu chaud, c'est vrai, hein, ça fait pas de super propre, mais les États-Unis ont investi, véritablement. Hein, bon, après, ils ont choisi d'y aller eux-mêmes, du moins c'est leur gouvernement qui a choisi d'y aller. Ils y ont investi, tu l'as dit, 150 milliards au moins. Au moins. Au moins en aide de tout type, j'imagine, pas que militaire, financière, humanitaire. Donc, qui veuille se rembourser, ça semble naturel. Ça semble normal. Après, c'est toujours pareil, on verra aussi avec l'écoulement des mois. Ce qu'on peut spécifier aussi, c'est qu'en termes de ressources minières mondiales, l'Ukraine, c'est 5%. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est pas mal ou pas beaucoup, je ne me rends pas bien compte. 5% des minerais mondiales sur une surface. Oui. L'Ukraine représente moins de 5% de la surface mondiale. C'est un grand pays pour l'Europe en termes de surface. Ouais. Un grand pays en soi, bien sûr. C'est quand même intéressant. Alors évidemment, ça permet évidemment de se détacher, pour les Américains, de se détacher un petit peu de la Chine et de s'indépendantiser de la Chine, puisque en 2023, je cite toujours Public Sénat, la Chine se trouvait en situation de quasi-monopole avec 69% de la production mondiale de terres rares. Donc l'Ukraine est pleinement consciente de l'importance de ces terres rares, sachant que parmi ces terres rares, vous avez manganèse, titane, graphite, tout ça tous ces éléments étant indispensables à la fabrication des fameuses batteries électriques. Hein, on appelle ça toujours les semi-conducteurs. Alors les batteries, enfin les semi-conducteurs, c'est pas des batteries électriques, il y a les batteries au lithium, et les semi-conducteurs, c'est du matériel informatique. D'accord. Heureusement que tu es là pour préciser ce là-dessus. La petite pièce. Je suis pas un expert non plus, mais c'est pas la même chose. Alors, en revanche, il y a une clause qui a été réclamée par le gouvernement, et évidemment, ce sont des garanties de sécurité après un éventuel cessez-le-feu. Et là, ce n'est pas tout à fait obtenu. Hein. Mais pour eux, l'investissement lui-même constitue la garantie de sécurité. C'est vrai que c'est de manière logique, si les États-Unis investissent, ils auront des intérêts, et donc ils seront plus susceptibles d'aider. C'est complètement logique. Et en général, quand on s'attaque à des biens états-uniens, c'est pas très bon signe. Donc peut-être que la Russie va se montrer plus prudente dans ses frappes à venir, je sais pas. Enfin, ils frappent surtout des infrastructures, pas vraiment des sites d'exploitation. Alors on peut dire que les centrales électriques et tout ça, c'est de l'économie, mais il me semble pas qu'ils frappent des zones vraiment économiques, surtout pas de cette nature-là, parce que probablement qu'ils espéraient mettre la main sur certains au moins. Mais la grande question qu'on s'était posée aussi, la fois précédente quand on avait parlé, c'est combien de pourcentage de ces minerais sont dans les régions contrôlées par la Russie? Je pense qu'il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a pas mal. Donc, le Donbass est connu pour être riche en minerais. C'est pour ça que c'était un enjeu de prédation. Au moins en charbon. Alors là, il faudrait en effet être un peu plus précis, mais ce qu'on appelle les minerais, c'est ce qu'on appelle les terres rares. C'est ça qu'on appelle les terres rares? Oui. Enfin, les minerais ne sont pas forcément des terres rares. Et c'est pas à confondre avec les terres noires. Oui, je sais. Qui sont très présentes en Ukraine, et là, ça relève de l'agriculture. Pas la même chose. Mais qui se trouvent aussi dans les régions, je crois, contrôlées plus par la Russie, les terres noires.
parce que l'Ukraine a les terres les plus fertiles d'Europe, avec la plaine hongroise. Si jamais. Bah, très fertile et terre fertile aussi en termes agricole. Hein. C'est un Oui, pays qui oui, subit oui, des fertile. prédations parce que, en effet, il a des intérêts énergétiques, terres rares et agricoles absolument clés. Alors, en effet, les terres minerais rares, plus de 70% des ressources minérales ukrainiennes se trouvent dans les régions de Donetsk, Louhansk et alors Dnipropetrovsk. Enfin, Donetsk et Louhansk, en tout cas, ce sont les oblasts. 70%, ça fait beaucoup. mal. Ah, ça fait mal. Ça veut dire que ça concerne a priori 30% de ce qui reste. Ouais. Au final, je sais pas si c'est pire ou mieux pour l'Ukraine, mais peut-être que les États-Unis vont négocier quelque chose avec la Russie. Ben, Ils oui, vont c'est ce que je peut-être comprends pas. essayer. Ces terres sont préemptées par la Russie, donc Mais ils vont sur quoi peut-être les essayer. États-Unis se servent en fait? Sur les 30% qui restent. Ils vont peut-être essayer de négocier quelque chose avec la Russie, peut-être en tant que médiateur dans un éventuel accord de paix, qui viendra à un moment donné. La grande question, c'est quand? On se demande toujours ça. Actuellement, c'est pas très profitable et ça risque de prendre du temps pour rembourser si c'est avec seulement 30%. Ce que je vois sur la carte, c'est qu'en termes de graphite, tout ce qui est graphite et titane, c'est plutôt vers Kiev. Enfin, c'est plutôt vers Kiev jusqu'à la frontière biélorusse. C'est pas vraiment dans les oblasts. Enfin, il y en a, mais il y a beaucoup de. Alors, c'est quand même assez réparti sur la partie le long du. Comment s'appelle le fleuve? Ah, le Dniepr. Voilà. Donc, ouais. Bon, on a quand même assisté, je crois, à un changement de posture durant le discours avec la signature de cet accord, parce qu'on avait Donald Trump qui était particulièrement pas véhément, mais dur, je pense, c'est au moins, avec Volodymyr Zelensky et puis Kiev, c'est plus le même ton. C'est ça. Là, ça devient un peu plus complaisant, doux, plutôt complaisant, doux avec le gouvernement ukrainien, et ça se durcit un petit peu avec la Russie. Alors il y en a certains qui expliquent, je ne sais plus qui a expliqué ça, que ça pourrait justifier par le fait que Vladimir Poutine aurait bien conscience, conditionnel, que l'ouverture diplomatique représentée par Donald Trump n'est représentée a priori que par lui. C'est-à-dire qu'un axe, pour utiliser des termes, des termes tendus, Washington-Moscou n'aurait qu'une pérennité très très fragile. Mais tu te souviens que c'est ce qu'il disait? Il disait à un moment, de façon assez provocante, il disait qu'il préférait encore Biden parce qu'il était plus fiable, moins imprévisible que Trump. Oui, aussi. Mais surtout que Biden, c'était pas lui qui gérait, et au moins la ligne était claire. Avec Donald Trump, en fait, il y a une grosse incertitude sur qui déjà lui succédera. Il dit qu'il veut faire 2 mandats maintenant. Mais, oui, mais il peut pas. Il ne pourra pas. Ouais. Enfin, si jamais il le fait, il va falloir qu'il abroge l'amendement Roosevelt. Je suis pas ça ne passera pas. Ça ne passera pas, et en plus il sera trop vieux. Donc puis il y a Vance derrière, je pense que ce sera plus attirant. Oui, je l'affirme, aucune chance que ça n'arrive. Mais si jamais ça arrive, par contre, les accusations de oui, c'est le début de la dictature et le retour du fascisme, je pourrais y donner du crédit pour le coup, parce que venir à bout de l'amendement Roosevelt, ce serait vraiment un symbole. Ce que je constate dans sa méthode, je ne sais pas si c'est toujours art of the deal, c'est qu'il frappe très fort, c'est ce qu'il a fait avec Zelensky, il l'a bien humilié, il l'a bien tapé dessus comme on tape sur la patte, là, il l'a bien malaxé, puis après il négocie, il lâche et il négocie. Donc est-ce que c'est sa méthode? Bon, voilà. Probablement, il est aussi, tout grand négociateur qu'il serait, il est tout de même soumis au calendrier diplomatique. Il n'est pas le seul interlocuteur. Quand même l'Ukraine n'est pas en position de force, elle reste quand même, au moins partiellement, maîtresse de son destin. C'est elle qui choisit si elle accepte ou non de faire une paix, si elle accepte des accords ou quoi que ce soit. Donc Donald Trump n'a pas toutes les cartes en main, il en a beaucoup, tout comme Poutine, mais
il n'est pas le seul maître du temps. Bon, je te propose, si tu n'as rien d'autre à ajouter, qu'on passe au sujet suivant. Non, ouais, juste la question que je me posais, moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il, mais ça, on n'aura pas de réponse. Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant, Poutine? Est-ce qu'il veut continuer? Il y a la fameuse ville d'Odessa, puisque ça lui permettrait de faire la boucle et d'aller même de récupérer la Transnistrie. C'est possible. De ce que j'ai cru comprendre, il y avait le retour de certaines offensives au niveau de l'oblast de Zaporijjia. Donc, je ne sais pas. Je suis pas trop au courant des derniers avancements du front. Très probablement que la Russie a continué à progresser, mais aux Mais dernières Odessa, nouvelles, il n'y a c'est pas. plus compliqué Oui, parce c'est plus loin. que c'est une ville assez russophone, hein, mais pas forcément russophile. C'est très, très complexe la situation, c'était plus clair dans le Donbass, je crois, enfin, c'est clairement plus clair dans le Donbass. Oui. À Odessa, il n'est pas forcément accueilli si bien que ça. Ça va dépendre pour le coup de la poursuite de la guerre et s'il y a un traité ou non. Je pense que ce serait difficile pour l'Ukraine d'accepter de céder une part de territoire qui n'est pas occupée. Céder du territoire qui est occupé, bon bah, on va dire, oui, ils le tiennent. Si on est réaliste, on peut pas le reprendre, mais donner quelque chose qu'on possède encore, c'est beaucoup plus dur. Ouais, évidemment. Bon. Voilà, bon. Nous passons au second sujet. Et ça, en parlant de guerre, on Guerre. espère que celle-ci ne va pas en être une nouvelle. Donc, suite des événements qui avaient eu lieu à la suite d'une attaque terroriste contre des touristes dans le Cachemire, qui avait entraîné 22 morts, si ma mémoire est correcte, la semaine dernière, les tensions se sont accentuées. On a eu Narendra Modi, Premier ministre indien, qui a remis en cause un accord avec le Pakistan qui date des années 70, je crois, qui n'avait jamais été remis en cause lors des guerres indo-pakistanaises, qui sont actuellement au nombre de 3 ou 4, je ne sais plus trop, je crois que c'est 3, et qui impliquait le partage des eaux de l'Indus, notamment, qui est le principal fleuve du Pakistan. Et là, il a dénoncé ce traité et il a fait non, mais on va vous couper la flotte parce que en fait vous soutenez les terroristes. Les accusations, c'est compliqué. L'attaque terroriste a été revendiquée par un groupe indépendantiste ou autonomiste de Punjab, du Punjab, n'importe quoi, du Cachemire, qui veut l'indépendance vis-à-vis de l'Union indienne. Cependant, comme on l'a dit la semaine dernière, le Cachemire est une région peuplée majoritairement de musulmans, et logiquement, la logique voudrait que si jamais la région devenait indépendante, elle se rattacherait, un peu comme le Donbass, comme les deux républiques séparatistes du Donbass, se rattacherait du coup au Pakistan, ce qui ferait complètement le jeu du Pakistan. Et du coup, on a eu le gouvernement indien qui a accusé le gouvernement pakistanais de financer les terroristes, pas forcément d'être directement responsable de l'attaque, mais au moins de les financer, ce qui le rend au moins partiellement responsable. Ce que le gouvernement pakistanais a nié. On va se permettre d'en douter, mais après tout, on n'a pas de preuves concrètes, du moins pour l'instant, on n'a pas de preuves. Donc on ne peut que douter en bon cartésien. Du coup, on a eu l'escalade des tensions, la coupure la coupure, au moins partielle, de certains approvisionnements en eau. Et on a eu le début de ce qui ressemblerait à des mobilisations et des premières frappes. On a quand même passé un cap. On a eu des frappes indiennes contre, je crois, 9 cibles pakistanaises dans 5 régions du pays, ce qui a entraîné une petite dizaine, je crois, de morts. Bon, on est vraiment sur la pente de la guerre. On a eu aussi, apparemment, d'après le ministère pakistanais de la Défense, 5 appareils indiens qui ont été abattus. Entre 5 ou 3, sachant que les frappes, les frappes contre le Pakistan ont été confirmées par le ministère de la Défense indien. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mensonge. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la situation est
excessivement chaude. Ouais. Je Après, sais pas comment ils vont faire pour sortir, hein, de la crise. ça fait des décennies hein, que le conflit larvé existe, enfin depuis Ouais. la, Les dernières la guerres, oui. reconfiguration de l'Inde après l'indépendance. Il y a eu ces déplacements de population, la création du Pakistan, au Bangladesh, et puis ce Cachemire là qui est toujours en Inde, mais qui est en effet musulman, je ne sais pas à combien de pourcents, enfin, que c'est totalement musulman ou Non, principalement. enfin, en fait, jusqu'à récemment, le Cachemire avait des accords particuliers qui lui accordaient sa constitution propre et une autonomie avec un gouvernement local, ses propres lois. En gros, il avait un statut d'autonomie spécial. Il faut savoir que l'Inde est un pays fédéral, comme les États-Unis. Mhm. Et le Cachemire avait un statut particulier. Statut qui a été révoqué par Narendra Modi, dont on connaît la politique d'indianisation et Mhm. notamment d'hindouisation, et son combat, ouais, on va dire ça, hein, contre l'islam. Et du fait, entre autres, du statut qu'avait le Cachemire, la grande majorité de la population hindoue avait quitté la région. Mhm. Parce que c'est géré par des musulmans et on peut supposer que les hindous s'y sentaient pas trop bien accueillis. Ouais. Bon, la réalité, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est au moins à plus de 90% composé de musulmans, aujourd'hui, le Cachemire. Et en termes de. C'est-à-dire, alors, quel est le but en fait, du Pakistan? C'est de récupérer la région. Oui, Dans ce cas-là, est-ce que ça fait un bout de temps que. Est-ce que oui. par moment, enfin, régulièrement, ils essayent de le faire? Oui, enfin, tout comme on l'avait dit la semaine dernière, le Cachemire est une zone de guerre larvée entre l'Inde et le Pakistan. Il y a des échanges de tirs assez fréquents, il y a des fois des morts Mhm. entre les gardes frontières ou les militaires qui sont dans le coin. Des fois, ça se tape à l'artillerie, Ouais. mais dans la région. Et le Pakistan voudrait effectivement mettre la main sur le Cachemire pour les raisons que l'on avait déjà exposées, c'est-à-dire région majoritairement musulmane, qui a été rattaché à l'Inde par la volonté de son souverain, qui était un hindou, et aussi, de manière plus pragmatique, le contrôle sur l'Indus. Parce que là, l'Indus, qui alimente notamment le Pendjab et le Sindh, qui sont les deux grosses régions du Pakistan où il y a son agriculture, la majorité du moins, eh bien, sont alimentés par l'Indus. Et, comme j'ai dit, c'est ce contrôle indien, vu que l'Inde a la main sur l'amont, c'est ça, oui, l'amont, je crois, du fleuve. Donc avoir le Cachemire serait très intéressant pour le Pakistan, pour le gain de territoire, le gain de population. Bon, est-ce qu'ils ont besoin d'être encore plus nombreux? Je sais pas, mais c'est surtout en termes d'eau que ce serait intéressant pour eux. Ils auraient vraiment une plus grande indépendance aquatique, on va dire ça, aquatique, agricole et potentiellement énergétique, vu qu'on peut mettre des barrages. C'est un grand fleuve, l'Indus. Oui, c'est ça. Et donc, ce serait ça vraisemblablement l'objectif. Ouais. Et là, la situation actuelle, on est sur des frappes qui ont été réalisées sur le territoire pakistanais, ce qui est vraiment différent, hein. On est sur des frappes en profondeur, Ouais. sur des cibles stratégiques. On n'a pas de déclaration de guerre, mais on est sur le seuil. On n'a jamais été aussi près d'une nouvelle guerre depuis la fin de la dernière guerre. C'est pour ça que la situation est particulièrement tendue. Et entre les fausses déclarations relayées par certains, comme quoi le Pakistan menacerait le monde de son feu nucléaire si jamais il se faisait trop dégommer, bon, il semblerait que ce soit faux. Donc faut pas non plus céder à la psychose. Ils ont tous les deux l'arme nucléaire, c'est ça? Ils ont tous les deux l'arme nucléaire. Mais l'Inde est quand même beaucoup plus forte, j'imagine, son armée est beaucoup plus forte que celle du Pakistan. Oui, tout à fait, en termes de nombre, de matériel. Bon, l'entraînement, c'est autre chose. On sait jamais ce qu'une armée vaut avant de l'avoir en conditions réelles. Mais sur tous les plans, les chiffres sont en faveur de l'Inde, de manière générale. Même en termes de tête nucléaire, qui serait le dernier recours. Ouais.
Alors, est-ce que c'est pour ça que cette situation perdure? Alors qu'a priori, enfin, je veux pas, mais bon, le plus simple, ce serait que le Cachemire rejoigne le Pakistan pour éviter des conflits incessants qui ont lieu depuis des décennies. Je sais pas ce que tu en penses, mais à un moment, pour moi. Oui, ça effectivement, ce serait une résolution, sauf que faire ça serait vu comme un Une énorme aveu de faiblesse. faiblesse, oui, bien sûr. Mmh. Ce serait un échec politique pour Modi, Mmh. qui, je le rappelle, fait du nationalisme. Donc ce type de défaite, il ne peut absolument pas se le enfin, si, il pourrait se le permettre, mais est-ce qu'il est prêt à prendre le risque? Je ne pense pas. À moins que ce soit la seule solution pour éviter, une annihilation, des 2 pays, il ne le fera pas. Mmh. Et ça permet de garder un moyen de pression sur ce voisin, qui honnêtement, il, je pense qu'une bonne partie des Indiens et le gouvernement indien se verraient bien défoncer le Pakistan, mais enfin, pardon, désolé de la vulgarité, mais se verraient bien donner un bon coup sur le Pakistan pour leur rappeler leur place. Donc c'est hautement improbable que ce soit rendu, même si ce serait la solution la plus pragmatique pour éviter qu'il y ait de nouvelles tensions, du moins autour de cette région. Bon, on va pas résoudre ça Ouais. ce soir. Mmh. Prochain sujet. C'est ça. Et du coup, les nouvelles élections, Élections en Roumanie. c'est ça, les élections Et présidentielles à nouveau, rebelote. Et rebelote. c'est ça. Alors après l'annulation de l'élection précédente qui avait vu, Călin, Georgescu, arriver en tête, donc représentant de droite radicale, populiste, avec des liens, présumés avec la Russie, dont on a annulé l'élection parce que, il aurait peut-être reçu de l'aide ou de l'argent russe pour sa campagne sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, suspicion. Ouais. Suspicion, Bah, il faudrait. Est-ce qu'on a des preuves? Hein, c'est toujours pareil. je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y a pas forcément eu de preuves qui ont été fournies. L'accusation est tout à fait crédible, très Oui. honnêtement, mais il faut des preuves. Mmh. Et là, du coup, on a à nouveau une élection et les résultats sont un petit peu les mêmes, on va dire, parce que c'est un représentant de droite dure ou extrême droite ou radicale, bref, qu'importe comment on l'importe, Georges Simion, qui arrive en tête du premier tour avec 41, j'arrondis, hein, bien sûr, 41% des votes en sa faveur, ce qui est énorme. Bon, on est quand même sur une participation de 53%. Hein. C'est pas très élevé. Bon, c'est aussi la Roumanie. Hein. Le pays est notoirement quand même un foyer de corruption, comme malheureusement, j'ai envie de le dire, comme beaucoup de pays des Balkans. Et la population en a un peu marre en fait des changements de gouvernement, de la corruption aussi des gouvernements. Donc, on peut comprendre la désillusion. Mais on est quand même sur au moins 4 millions de personnes qui ont voté pour lui. Et le deuxième plus gros candidat a fait 21%. Lui. Et il sera au second tour, c'est Nicéphore Dan. Mais là, on est quand même dans une situation un petit peu, je sais pas comment dire, incapacitante, puisque en gros, la Roumanie fait partie de l'UE, donc s'il y a des ingérences russes, ça va pas. Mmh. Mais s'il y a des ingérences entre guillemets UE, ce ne sont pas des ingérences. Oui. Bien sûr. Donc ça veut dire éventuellement qu'il y a un parti unique dans l'UE. Il n'y a qu'un parti ou éventuellement deux, enfin, qui sont acceptables, qu'un type de parti. Donc la démocratie, là, enfin, c'est un problème qui se mord la queue, c'est-à-dire on ne peut pas prétendre qu'il y a des élections libres avec des partis vraiment différents au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a elle-même un parti quelque part, qui n'a pas de nom, mais qui est un parti idéologique. Bon, le PPE étant... évidemment, c'est plutôt le PPE qui est majoritaire, mais c'est un centre-droit très très large. Donc, dès qu'on va dans une droite un peu plus dure, qu'est-ce que ça veut dire, d'une droite en fait seulement plus nationaliste, c'est pas acceptable. Une droite qui n'est pas forcément fédéraliste, c'est pas acceptable. Donc, c'est surtout ça. C'est surtout ça, mais en général, ça va de pair. Si un parti est trop nationaliste,
et en général eurosceptique, ça va avec. Bonus si il est plutôt pour un apaisement avec la Russie, et ben là effectivement ça grince fortement des dents à Bruxelles, enfin à Bruxelles pardon. Dans ce cas-là, ouais. Mais bon, a priori, j'ai pas entendu à nouveau parler de potentielle annulation, il faudrait le faire. Thierry Breton n'a pas ouvert Si, sa moi j'ai bouche. entendu, hein, un questionnement. Est-ce qu'il faudrait de nouveau annuler? C'est-à-dire qu'ils veulent annuler jusqu'à ce que ça Mais c'est leur qui? convienne? Donc, comment... C'est qui évoque ça? J'avais entendu ça sur le service public. C'était voilà, Oui, une bon. journaliste qui lançait la question comme ça. Je pourrais pas te dire. Oui, bon, Je vois tellement de trucs circuler que quelquefois, si je note pas, ça m'échappe. Mais c'est une journaliste française. S'il ne s'agit pas d'une déclaration de la part d'un représentant européen, a non, c'était une priori, journaliste française ou un je sais pas, journaliste, je sais donc plus. c'est personne. C'est Mais en tout cas, c'est le personne. service public français. C'est ça. La question avait été posée. Mais évidemment. Voilà. Donc, scrutin était pourtant sous haute surveillance. Hein, bon, voilà. En tout cas, c'est un peu rassurant dans le sens que, a priori, on peut encore avoir des élections un peu libres, puisque souvent tout est fait pour que ça aille dans un sens. En tout cas, moi je connais pas la personne qui a été élue, donc j'ai pas d'avis sur le résultat. Je dis Il n'est c'est pas encore élu. juste dans le fait que la démocratie est encore un petit peu active. Je ne dis que ça. Bah, au moins les élections ont lieu. C'est déjà ça, on va dire. Ouais. C'est dingue quand même de se réjouir de ça. Alors évidemment, il y a, je sais pas, il y a peut-être eu bien sûr des fraudes et évidemment on a montré du doigt la désinformation, tout ce qu'on veut, etc., les ingérences. Mais bon, on n'a pas été dans le détail de comment les élections se sont passées. Hein. Bah, Ils sont jamais en termes de structure, déjà, c'est un peu comme l'élection présidentielle française, c'est-à-dire que c'est une élection uninominale majoritaire à 2 tours. Donc là, il y aura un deuxième tour. À voir comment les votes vont se reporter. Est-ce que Georges Simillon va l'emporter? Parce que pour les autres candidats, on est sur Nicézor Dan qui a fait 21%. Mais juste derrière, on a Crin Antonescu qui a fait 20%. Oui. Et donc c'est quoi? Alors, quelle est la réserve de voix de ce monsieur? Et ensuite, Victor Ponta qui a fait 13%. Et finalement, on a Elena Lasconi qui a fait 2,5%. Et avec ça, le troisième, donc Crin Antonescu et Victor Ponta, ont fait 20 et 13%. À noter que Nicézor Dan et les numéros 2, enfin numéros 3 et 4, sont labellisés comme indépendants. C'est quand même intéressant que les candidats majeurs soient des indépendants, à l'exception de Georges, qui lui est affilié au parti l'Alliance pour l'Union des Roumains, qui est quand même un parti jeune, hein, fondé en 2019. Et ce qui caractérise les autres, en fait, c'est qu'ils sont aussi pro-Union européenne. En fait, globalement, pro-Union européenne, pro-OTAN. Mais avec différentes colorations, j'imagine, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite socialement, voilà. Mais du coup, la grande question, c'est à quel point est-ce qu'effectivement Georges Simillon a de la réserve. C'est pas du tout sûr. Parce que c'est-à-dire il y a un centriste. Le centriste, attends, tu nous as cité un peu tous les autres candidats, et il y a un candidat extrême droite et il y a un centriste à 20, c'est ça? Georges Simillon qui est en tête, qui est labellisé extrême droite. Oui. Mais il y a un pro-européen qui est à 20 et un Oui. centriste qui est à 20. Le centriste, il est pro-européen, j'imagine. Oui, les deux, a priori, sont pro-européens. Donc, ce serait un peu du coude à coude, quand même. Bah, ce sera probablement serré, ça se jouera probablement sur les reports. En fait, les 3 autres candidats sont indépendants. Ils ne sont pas rattachés à un parti, mais ils ont le soutien de partis. Ils ont certains partis qui sont derrière eux. Et la question, c'est à quel point, en fait, le candidat
qui a de la droite derrière lui, va voir ses électeurs se reporter sur Simian. Mhm. En tant que non grand spécialiste de la politique roumaine, je ne peux rien dire de plus là-dessus. Ouais, bon, bah, c'est un peu, oui, bon. Et le deuxième tour est quand? Le deuxième tour sera le 18 mai, donc c'est bientôt. C'est c'est dimanche prochain. Mhm. Mais alors, je vois que, parce qu'on parle donc de gouvernements montants qui montent, qui sont illibéraux. Et alors, je cite là un historien et prof à Sciences Po, Jacques Rupnik, qui, je cite, c'est actuellement, dit-il, le fonds de commerce des populistes en Europe, dire qu'ils représentent la voix du peuple, mais qu'on essaye de leur mettre une camisole de force constitutionnelle, institutionnelle ou européenne. Voilà, donc. C'est le principe du populisme. Alors, ouais, mais alors, donc, c'est plutôt des gens qui réclament d'une certaine manière plus de ces discours autour de qui est plus ou moins libéral. L'Europe est censée être très libérale, mais en réalité, en termes je dirais, institutionnels et juridiques, c'est pas si libéral que ça. Ah là, tu tiens un discours illibéral, tu dis qu'on Oui, leur met une et en disant camisole. ça, je tiens un discours libéral. Donc, c'est quand même assez tordu. Assez complexe. Enfin, l'Union européenne n'est pas parfaite, les institutions européennes ne sont pas parfaites, sont marquées Mais tous les mots idéologiquement, sont un peu évidemment. détournés, c'est un tout petit peu orwellien parce qu'on ne sait plus très bien qui, quoi, qu'est-ce que veut dire libéral et illibéral. C'est surtout ça. Que ce soit d'ailleurs en termes économiques et qu'en termes sociétal et juridiques. Oui, bien sûr. Mais bon, on n'est pas là pour parler des illibéraux, même si on y revient un peu à chaque fois qu'il est question Oui, parce que c'est vraiment le d'élections. sujet européen en fait, et occidental. Ouais, européen, surtout dans les Balkans et tout ça, hein, parce qu'en Non, France, mais aux le RN, on va États-Unis pas dire aussi, qu'il est on dit libéral. que Donald Trump est illibéral. Oui, bien sûr. Donc, Donc, ensuite, on va passer à de nouvelles élections, effectivement, mais des élections plus mineures, qui sont au Royaume-Uni. Donc, pour un petit peu de contexte, c'est donc les Britanniques parlent de local elections. C'est un peu compliqué. c'est un peu similaire, on va dire, à nos municipales à nous, sauf qu'il faut partir du principe que le Royaume-Uni est un millefeuille administratif infernal. La France est un millefeuille administratif, Ouais. sauf qu'eux, ils n'ont pas eu la simplification qu'il y a eu avec la Révolution française, c'est-à-dire les départements, les cantons et tout ça, et les communes. Non, eux, ils ont encore le vieux système qu'ils essayent de réformer, ce qui crée du bordel. Bref, c'est très bizarre. Bon, faut voir ça comme un équivalent d'élections municipales. C'était des élections partielles qui ont vu se renouveler 1600 sièges de conseil. Donc à l'échelle du pays, on n'est pas sur, on est sur un peu plus de 10%. En fait, un peu plus de 10% des conseils qui ont été renouvelés. Et qu'est-ce qui s'est passé, Flavie? Une vague Farage. C'est ça. On a le parti de l'ancien Tory, Nigel Farage, c'est ça, Reform UK, qui a, je crois que c'est la première élection où il participe vraiment, ou du moins où il a du succès. Parce que il est passé de. Alors, il avait déjà quelques sièges. J'ose imaginer que c'était parce que certains s'étaient ralliés à lui. Il avait choisi de le suivre. Et c'est le parti qui rencontre le plus grand succès. C'est un parti qui est passé de 128 sièges à 677. Juste derrière, on a eu les libéraux-démocrates qui, eux, ont gagné 163 sièges, et tous les autres partis, sauf les Verts, qui en ont gagné 45, ont perdu des sièges, dont les Tories, donc les conservateurs, et les travaillistes du Labour. Les Tories sont ceux qui ont pris quand même le plus cher, pour parler crûment, désolé, vu qu'ils ont perdu 676 sièges, et le Labour
lui n'a perdu que, entre guillemets, 186 sièges. Alors bon, Starmer, qui est pas forcément trop populaire, a réussi à, tout de même maîtriser la casse. Mais la perte, minime, c'est-à-dire pour le Labour, peut s'expliquer par le fait que, Farage, il marche surtout sur les plates-bandes des Tories. C'est ça, en fait, c'est plutôt sur une sorte de est-ce qu'il marche sur une sorte de trahison des Tories sur certaines de leurs promesses? Certainement, il fait son beurre dessus. Pour lui, il dit que le Brexit n'est pas allé jusqu'au bout, qu'ils n'ont pas tout fait. Il tient un discours qui est beaucoup plus dur que les Tories sur, notamment la question migratoire. Il est, de manière générale, on va dire, c'est un peu l'Éric Zemmour. C'est-à-dire on peut dire que le Brexit, qui était quand même une demande de régulation de l'immigration, en fait, c'est là où il y a peut-être eu un malentendu, c'est qu'il s'agissait surtout de se débarrasser, par exemple, des Polonais, des immigrations polonaises qui étaient, par exemple, une vraie menace pour les Anglais, la middle class britannique. Mais alors, en termes de travail, hein. Oui, en termes de travail, c'est ça que je veux dire, oui. En termes de travail. Et en réalité, il y avait aussi une demande sur l'immigration extra-européenne, qui, elle, n'a pas du tout été prise en compte. Et même l'immigration extra-européenne, depuis le Brexit, a largement encore augmenté. Je crois qu'on est sur quelque chose de l'ordre d'1 million d'entrées sur le territoire par an, à peu près, ce qui est colossal. Donc c'est sur cet malentendu. Et le malentendu, je pense que les Tories en étaient très conscients. Et pour moi, ils ont joué sur une ambiguïté incroyable. C'est Boris Johnson qui est un personnage tout à fait ambigu. Il a tenté de faire un peu du conservatisme populaire. Il a essayé de faire sa sauce. Mais c'est pas du tout lui, parce qu'en réalité, c'est un libéral pur jus. Donc il a tenté de se présenter tel qu'il n'était pas. Moi, dès le début, je me suis dit, là, il nous fait le conservateur populaire. Ça n'a jamais été un conservateur populaire. Dans tous les cas, son passage son premier ministère n'a pas été une très bonne expérience. Il y a beaucoup de ces projets qu'il n'a pas menés à bien. Mais quel type de projet, par exemple? Mais je crois qu'il devait, notamment l'argent des fonds européens, donc qui était versé par le Royaume-Uni à l'Union européenne, devait aller dans les services de santé. Ça n'a pas été le cas. Il y avait une promesse, entre autres, comme tu l'as dit, de régulation de l'immigration illégale. Ça n'a pas été fait. Il y avait aussi, je crois, quelque chose en lien avec une réforme de l'éducation. Il y avait pas mal de projets et peu ont été concrétisés. Puis on a eu tout l'errement qui a mené aujourd'hui à gouvernement travailliste. Les promesses de campagne sont très très ambiguës aujourd'hui en Europe. Ils savent quelle est l'attente souvent des populations, mais comme pour la plupart, ils ont un agenda qui est toujours le même, ils jouent beaucoup avec les mots, l'ambiguïté et les attentes. C'est ce qui se passe aussi chez nous. Tu connais le mot de Chirac? Oui. Voilà, sur les promesses? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui. Malheureusement. Mais les gens ont beaucoup cru en Bojo. Il a bien joué son rôle. Ouais, moi j'ai jamais senti. Bon. Et d'ailleurs, par ailleurs, sur l'Ukraine, il faut quand même rappeler que ce sont les plus va-t-en-guerre, ne sont pas les Américains, mais les Britanniques, et spécifiquement le Bojo, qui a fait capoter ce qui pouvait être possible d'accord au début de la guerre. C'est vrai. C'est vrai que ça l'histoire, j'espère bien que l'histoire lui en tiendra rigueur, parce que c'est criminel. Il est responsable de la mort de milliers de centaines de milliers, de dizaines au moins, de milliers de gens avec ça. Ce qui donne un petit peu le niveau de saleté du bonhomme, pour rester un peu poli. Alors, quand on a du Bojo chez les Tories et qu'on a après du Starmer, moi, pour le coup, autant j'ai jamais cru en Bojo, mais je croyais un peu en Starmer. Pareil, le programme avait l'air OK. Ouais, voilà, je trouvais que le programme était intéressant et trahison totale. Bojo, Starmer, même combat, même agenda. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais comme on peut parler, à l'époque on parlait du MPS qui s'est fondu dans la Macronie, les Tory Labour, je veux dire un Tony Blair et un Bojo, pas grande différence. Et aujourd'hui un Starmer qui pareil se cache
et qui n'est pas du tout clair, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est aussi extrêmement ambigu, assez veule, je trouve. Enfin, en tout cas, sur les émeutes, il a été particulièrement pendant cet épisode d'émeutes. Je ne sais pas d'ailleurs où ça en est, tout ça trop en Angleterre. C'est C'est fini. toujours extrêmement tendu. Il n'y a plus d'émeutes, mais c'est toujours extrêmement tendu. Mais bon, revenons un petit peu pour conclure là-dessus. On est du coup sur le premier véritable succès électoral de Reform UK, qui laisse présager peut-être pour de prochaines élections. Je ne sais pas, j'ignore la nature du calendrier électoral britannique. À savoir que là, c'était les élections dans les councils anglais. Hein, le Royaume-Uni est une nation constitutive avec l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et là, c'était pour l'Angleterre. Nul doute que Reform UK a surtout du succès en Angleterre et au Pays de Galles. En Écosse, c'est beaucoup plus pro-Union européenne en général. Oui, mais ça, c'est aussi, c'est un petit peu comme la Catalogne en Espagne, c'est pour des mauvaises raisons, quelque part. C'est pour des raisons de dissension interne. Enfin, oui. Alors, bon. Il y a des raisons économiques, culturelles. Oui. C'est compliqué, ce n'est pas le sujet. Mais bon. J'ai pas dit que c'était des mauvaises raisons d'adhérer à l'Union européenne. Je dis que les dissensions sur ces questions-là, malheureusement, sont principalement dues à des dissensions internes. Mais bref. Mais alors, comment tu expliques que ce vote-là, au niveau des localités, est plus d'extrême droite que le vote Alors, autant je remets en cause volontiers les appellations d'extrême droite, droite radicale, tout ça. Farage, très clairement, c'est de la droite dure. C'est pas de l'extrême droite. C'est vraiment pas de l'extrême droite. C'est un véritable conservateur. C'est un Tory, mais qui tiendrait, du moins dans le discours, hein. On ne sait pas ce que ça vaudrait au pouvoir, évidemment, hein, comme tout le monde. Lui, c'est de la droite. On n'est pas sur de l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite britannique, elle ressemble pas à ça. Mais elle existe, c'est l'extrême droite britannique? Oui, tout à fait, sauf qu'elle n'est pas présente au Parlement. Et c'est pas Reform UK. Reform UK est ce qu'il y a de plus à droite. Sur l'échiquier politique. Mais c'est vrai qu'il ne soutient pas le fameux Tommy Robinson. Oui, non, mais lui c'est un nationaliste assez énervé et un peu dangereux, je crois. Donc, c'est compliqué. Mais bref. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant, parce qu'on s'est quand même bien éternisé sur celui-ci. Loi euthanasie. Oui. Bon, alors, la loi euthanasie donc, est passée à l'Assemblée. Il y a aussi eu, alors, de la part, il y a eu aussi une petite échauffourée, comment dire, les esprits sont un peu échauffés, plus exactement, parce que Emmanuel Macron a été visiter lundi dernier la Grande Loge de France, et il a tenu un discours sur l'euthanasie à la Grande Loge de France. C'était pas forcément hyper malin. Bon, en même temps, je crois qu'il l'assume complètement, vu les tensions que provoque cette loi, qui est, alors, comme je parlais tout à l'heure d'ambiguïté, c'est comme ça à lire, si on lit rapidement, on se dit, bon, ok, même si on n'est pas forcément hyper emballé, on ne va pas vraiment regarder plus que ça. Je cite juste cette phrase qu'il a dit donc à la Grande Loge, cette ambition de faire de l'homme la mesure du monde, le libre acteur de sa vie, de la naissance à la mort. Donc, c'est la volonté de tout contrôler, quoi. La mort, c'est quelque chose qu'on doit décider, c'est pas quelque chose qui doit décider pour nous. Donc, c'est toujours l'homme doit être sous contrôle, doit contrôler la nature aussi. On est sur un humanisme. Si j'étais taquin, je dirais un humanisme intégral, mais ce n'est pas ça, l'humanisme intégral. Oui, c'est pas ça, oui. Alors, pour juste dire de quoi il s'agit, ça permettrait donc aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Donc là, si on fait pas plus attention, on se dit, bon, ok. Donc ça a été donc proposé par le groupe Modem, Olivier Falorni. Donc ça a été soutenu par la majorité évidemment de la gauche, des macronistes
et âprement combattu par le RN et les Républicains. Alors, Mhm. sachant que... Pourquoi? Parce que il y a quand même un flou sur ce qu'on définit par, comment on dit donc, Maladie grave, infection stade pronostic terminal. vital engagé. On est tous en pronostic vital engagé, vont répondre certains. En phase avancée ou Ouais, terminale, parce que voilà, ça quand peut même. élargir. Tout de même, c'est des termes médicaux et les médecins savent de quoi ils parlent, je pense. J'espère que les médecins savent de quoi ils parlent. Après, est-ce qu'on parle en danger à Ouais. court ou moyen terme? Moyen terme, moi, enfin, si les médecins savent, moi, je ne sais pas. Ensuite, alors là, je cite Le Monde, hein, c'est un article du Monde. Autre sujet qui interroge jusqu'au sein du gouvernement, celui de la collégialité de la décision, puisque le texte prévoit pour l'instant que le médecin sollicité par le patient décide seul. Il doit juste avoir recueilli l'avis d'un autre médecin. Mais la décision, c'est pas une collégialité, c'est un médecin. Ah oui, ah. Donc ça, déjà un peu moins bien. Ensuite, Bah, alors, tout ce qui est LR, RN ont tenté d'infléchir la procédure, qui ne propose pas, selon eux, assez de garde-fous, que sont les délais, les possibilités de recours, contrôle, place de l'écrit aussi. Et voilà. Et le RN, lui, c'est particulièrement élevé contre la création d'un délit d'entrave. Parce que le délit d'entrave, qui sanctionnerait pénalement le fait d'empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer le droit à mourir, ouais. ça, c'est 1 an de prison. Hmm. Ça commence à devenir pour moi un peu gênant, parce qu'il n'y a pas de débat Ouais. en fait. Hein. Le débat, ce serait un délit d'entrave. Le début Pas, du débat. pas nécessairement, je pense, Pas mais nécessairement, mais ça peut. il pourrait sans doute y avoir des dérives, Toujours pareil, toujours le risque. c'est une procédure, c'est vrai, qui peut être vue comme, là je cite CNews, hein, donc nous avons Le Monde et CNews pour être à peu près équilibré. C'est vrai que c'est une procédure qui est très très expéditive. Jusqu'à présent, c'était la Belgique qui était un petit peu en précurseur Alors, sur ces lois-là. On va plus loin que la Belgique, a priori. On est plus expéditif et il y a moins de garde-fous. si, Attends, qu'est-ce qu'on parle? On dit sur la Belgique, par exemple, impose une demande qui serait datée, signée à un délai d'1 mois entre la demande et l'injection. Ce que nous, on n'impose pas, a priori, dans cette loi. au moins, enfin, je suis pas, je comprends l'intérêt, j'ai pas spécialement d'avis dessus, mais je pense que ce qui serait raisonnable, ce serait quand même qu'il y ait effectivement de la collégialité. L'avis de au moins Ah oui. 2, Mm. 3, peut-être plus, je sais pas, mais au moins de plusieurs médecins, pas juste d'un seul, dans le doute, quoi. Oui, parce que là, Parce que là, en comment est l'état, la procédure? Ta maman est malade, tu l'emmènes chez le médecin, lui décide. Elle est non, mais dans le cas où quelqu'un, par exemple, n'a plus toute sa tête. beh, c'est à la personne de C'est à faire la la personne demande. de décider, oui. Oui. Mais justement, il n'y a pas de procédure écrite. Là, je veux pas. Mais En gros, le médecin peut faire, on me l'a il dit, suffit elle d'une me l'a demande demandé. orale d'un patient à un médecin. Oui, c'est ça par contre, C'est un petit ça peu. peut être. Après, comment dire, un écrit, une signature peut toujours être manipulée, Oui, mais aussi, aussi, bien ça sûr. donne plus de sécurité, effectivement. Mm. Mais dans l'état Donc, pareil, actuel, ce sera à suivre. Pour le moment, on peut pas, ce sera on peut bloqué. pas vraiment trouver à redire, même si on n'est pas emballé par le projet. Mais le texte n'est pas assez baqué pour être complètement rassurant. Voilà. Bah, il est très probable, vu comme tu l'as dit, les Républicains l'ont combattu, que ça ne passe pas le Sénat. On rappelle que les Républicains sont majoritaires au Sénat. Mm. Alors, peut-être que le Sénat va proposer un retravail de la loi et pour ensuite la renvoyer à l'Assemblée. Mais in fine, si jamais l'Assemblée veut être retors et imposer sa décision au Sénat, elle peut. Parce que c'est la navette entre l'Assemblée et le Ah oui, Sénat. oui, oui. C'est l'Assemblée nationale, incarnation du peuple, qui a Mhm. le dernier mot sur le Sénat, qui n'est que la représentation des territoires. Donc là-dessus, si jamais la majorité et la gauche veulent, enfin la majorité, le camp présidentiel et la gauche veulent faire passer cette loi, ils pourront probablement le faire. Si jamais ils veulent être sympas, on va dire ça, mettre un peu d'eau dans leur vin
ils accepteraient des amendements proposés par le Sénat. J'ai pas trop de doute qu'il en proposera, plutôt que juste de rejeter en bloc. Ouais. Mais sinon, ils peuvent juste faire non, non, c'est très bien comme ça. Vous êtes des vieux cons. Oui, c'est ça. Bon, mais on peut imaginer qu'en tout cas de la part d'un autre gouvernement ou de la gauche, d'une certaine gauche, et alors moi les francs-maçons c'est pas du tout mon sujet, mais ce discours chez les francs-maçons, c'est vrai qu'il y a comme ça une petite musique qui avance, de dire d'un rapport à la mort qui n'est pas celui qu'on a connu jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses qui sont pas ce qu'on a connu jusqu'à présent Oui, c'est pas la seule sur chose. beaucoup de sujets. Mais On change. c'est vrai que là, parce que ce qui était dit, c'est que c'est vrai que la Grande Loge de France, sur ce sujet-là, a été, c'est un des sujets qui les concerne de façon très, très serrée, je dirais. Ils sont, je pense, à quel point... Parce que pourquoi faire ce discours à la Grande Loge de France juste au moment où arrive à l'Assemblée ce texte, hein? Parce que Macron est un maçon, enfin c'est un franc-maçon. Oui, oui. Macron est, enfin, à ma connaissance, c'est le président qui a le plus de liens avec les francs-maçons, et du moins qui le montre en tant que président en exercice, ce qui est quand même chaud. Enfin, c'est celui qui va le plus les voir et tout ça. Bon, les francs-maçons, organisation secrète, blabla, enfin, on en pense ce qu'on en veut, mais ça reste quand même des groupes, au moins au sommet, où il y a des gens qui pensent. On peut apprécier ou non leur influence, ou ce à quoi ils ont abouti, tout ça, dans le passé de l'histoire politique française. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la musique, on pourrait voir l'ombre des francs-maçons, la république maçonnique, n'est-ce pas? Moi, j'évite d'aller par là parce que j'ai tellement entendu, oui, quand j'étais plus jeune, de la part des gens de droite, ces salopards de socialo, franc-mac communistes, socialo-communistes, Oui, et tout à fait, non, mais qui m'a toujours un peu absolument. révulsée, mais on ne peut nier que, oui, qu'il y a un travail, qu'il y a une petite musique, et que le danger, c'est d'en arriver à... Évidemment, là, je mets un peu la grosse charge, mais de trier les inutiles, de les pousser un peu de façon un petit peu... Voilà, tout ça va prendre un peu de temps, mais à partir d'un certain âge, d'un certain niveau de maladie, on peut arriver à dire aux gens, bon, vous êtes gentils, mais vous êtes un peu de trop, quoi. Bah, Jacques Attali soutient ça. Bah, bien sûr. Et il pourrait le mettre, montrer l'exemple, d'ailleurs. Mm. Mais bon, Jacques Attali change son fusil d'épaule et tout ça, il devient Alors, on ne très sait jamais réaliste d'un seul s'il coup. prône, s'il fait Ouais. de la prospective ou s'il fait de la prospective de ce qu'il souhaite voir arriver. Jamais, là-dessus, il a Bref, toujours fait aussi sur l'ambiguïté. ne digressons pas trop. On l'a déjà bien trop fait. Alors, on passe au sujet suivant. C'est ça. Donc, on a plus d'informations cette fois-ci sur le meurtre de Boubacar Cissé. Ah oui. Notamment au travers de l'arrestation de son meurtrier. Olivier Nadjnik, enfin bref, Olivier inséré. Hadzovic, donc, oui. Qui a été arrêté en Italie. Qui a été en Italie. Alors, là, je cite le Figaro. Il a 20 ans, il est le cadet d'une fratrie de 11 enfants. En fait, c'est un Rom de Bosnie. Et qui vit dans un état de dénuement extrême, disent-ils. Il est au RSA, adepte des réseaux sociaux violents, et surtout, il avait eu un signalement au site Pharos, puisqu'il se projetait comme tueur en série. C'était un petit peu son... Il voulait faire au moins 3 crimes pour être connu comme tueur en série. Donc, il avait un projet, quoi. Il avait une fascination, c'est ça, morbide, pour le meurtre et la scarification. Sur l'islamophobie, c'est un peu compliqué, parce que son père s'appelait donc Safet Hadzovic, ce qui veut dire, donc l'arabe Safiya, qui veut dire pureté, etc. Mais ce patronyme, par contre, oui, Hadjovic, ça veut dire fils de Hadj, pèlerin. Donc tout ça sonne un petit peu musulman. Après, il a quand même dit ton Dieu de merde, ou quelque chose comme ça, Allah, ton Dieu de merde. Oui, donc, effectivement, il aurait les Roms sont souvent adeptes de la religion majoritaire du pays, mais ils peuvent être aussi chrétiens. Dans ces cas-là, d'autant plus, ils sont déjà assez discriminés en Bosnie par les musulmans, même
en étant Rome, mais s'ils sont Roms chrétiens, c'est encore pire. Donc bon, tout ça c'est assez flou, on ne sait pas trop, mais en tout cas, parler de crimes islamophobes, peut-être, enfin, oui, à partir du moment où il a dit Allah de merde. Après, ce qui a été vraiment gênant, c'est que c'est un conflit importé, clairement. Hein. C'est un Rom bosniaque qui s'attaque à un musulman. Pour quelle raison? Il m'a l'air un peu taré, ça n'a pas l'air d'être très construit dans sa tête. Donc là-dessus. Un Rom bosniaque qui s'attaque à un musulman en situation irrégulière. Voilà, oui. Alors bon, il est au QTF, ça ne veut pas dire que ça justifie. Non, bien sûr que non. Non, parce que quand Zemmour dit oui, il était au QTF, c'est un petit peu, ça crée un petit malaise parce que bon. Je sais pas s'il était au QTF, il était au moins en situation irrégulière. Ouais, il était sous OQTF, d'après ce que j'ai vu. Bon, voilà. Mais bon, après, encore une qui n'était pas exécutée. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je regardais quand même le traitement de ça, pas seulement par la gauche, mais aussi par le service public français, télévision, France 5, émission C'est politique, où ils ont réussi à faire 1 heure d'émission sans le dire, parce qu'ils ne pouvaient pas le dire, ça aurait été de la fake news, mais en nous donnant une atmosphère que c'était un crime islamophobe de la part d'un autochtone français d'extrême droite. Oui, on Ça en a parlé la semaine dernière. Ambiguïté, hein. À un moment, quelqu'un a suggéré qu'il était bosniaque, on l'a fait taire. Oui. Et Najat Vallaud-Belkacem nous a parlé de islamophobie d'atmosphère, puisqu'on parlait avant de djihadisme d'atmosphère. D'ailleurs, c'est de qui cette expression, djihadisme d'atmosphère? C'est pas Golem Sansal, j'ai revu ça écrit. Ah, il y a moyen que ce soit non, c'est Bruno Latour, le philosophe Bruno Latour qui parlait de djihadisme d'atmosphère. Et comme par hasard, pendant cette soirée-là, on a parlé d'islamophobie d'atmosphère. Nous rappelons qu'un crime islamophobe commis par un Français d'extrême droite, moi, j'en ai retrouvé un en 1995. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'aimerais bien. Il y a peut-être eu d'autres, mais il faudrait chercher. Pour l'instant, les crimes islamophobes, c'est quand même pas. Ce n'est pas quand même le moteur des crimes auxquels nous sommes témoins depuis la dernière décennie. Oui. Et c'est un euphémisme que de le dire. Là, on est dans une considération qui est effectivement plus générale pour cette affaire, avec en rapport avec le slogan « l'islamophobie tue ». Si on était taquin, on dirait « l'islam tue ». Enfin, du moins, l'islamisme tue en France. Ça a plutôt été ça. Voilà. On a pu observer. Bref, pour les accusations effectivement d'islamophobie, il aurait... j'ai entendu ça, mais j'ai pas vu de confirmation. Peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas cherché, sur le fait qu'il ait effectivement insulté Allah et tout ça après avoir tué Aboubacar Cissé. Mais interrogé par la police, tout de même, il a nié... Il a dit que non, mais je ne sais pas si on peut se prêter beaucoup d'attention à ce qu'il dit. On peut mentir devant un policier, devant un avocat, devant la justice, quoi que ce soit. On peut mentir. Mais quand même, c'est un crime islamophobe. Ce n'est pas un crime français, en fait. Oui, mais ce n'est pas le... Il est peut-être français, mais... C'est pas la question. Ouais, un petit peu. Parce que c'était quand même le but de toute cette réaction de la gauche et du service public, c'était de nous dire ça parlait quand même d'islamophobie de manière générale. Ça n'accusait... Enfin, du moins de ce que j'en ai vu, moi, pour la gauche, ça n'accusait pas nécessairement un Français. Mais c'est sous-entendu. Ah non, mais c'est sous-entendu, ça n'a jamais dit. Oui, même c'est l'islamophobie de manière générale qui serait mise en cause ici. Oui, on sait très bien ce qu'on veut dire quand on sous-entend ça. Comment ? On sait très bien ce qu'on sous-entend quand on dit l'islamophobie de manière générale. Donc et bien sûr, enfin, les gens qui sont islamophobes, ce sont ceux qui ne sont pas musulmans. Qui sont ceux qui ne sont pas musulmans ? Ce sont ceux qui ne sont pas originaires de l'immigration extra-européenne. Sachant que l'immigration extra-européenne est pour 80-85% d'origine musulmane. Donc on voit très bien ce qui est sous-entendu. Voilà. Oui, mais c'est du sous-entendu, il n'y a pas d'explicite, au moins là-dessus. Bref, restons dans le caractère général tout de même. Les gens peuvent se faire leur propre idée là-dessus. Non, parce que les gens n'écoutent pas vraiment. Ils entendent. La plupart des gens vont entendre ce crime, vont en avoir une idée très vague, vont entendre que c'est un crime islamophobe, dont vont comprendre qu'éventuellement il a été tué par. En plus, il s'appelle Olivier, ils sont restés au prénom. Mais ce sont les accusations. Ça, ce sont les accusations. De cette façon-là. Ce sont les accusations. Le parquet a communiqué au travers, du coup, en lien avec ses déclarations, que le motif islamophobe ou quoi que ce soit, de toute façon, on reste sur un meurtre, quelque chose d'horrible en soi. Donc, a priori, ça ne devrait pas être retenu. Si il n'a pas
revendiquer ça comme oui, ah bah oui, j'ai tué un musulman parce que voilà, je déteste leur Dieu, blabla. Non, d'après ce qu'il a dit, il a tué la première personne sur laquelle il est Il tombé. avait envie de tuer, dit-il, mais enfin pour tuer, Hein. il s'est quand même rendu dans une mosquée. Il n'a Ça, pas bah, été, au on- supermarché du coin. c'est ça, on ne sait pas comment il fonctionne, mais peut-être qu'il se baladait, qu'il se disait, ah, ce serait bien que je le fasse, et qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, bah, je vais me lancer. Et il y avait la mosquée qui était pas loin, et puis il y avait Aboubacar qui était là, et puis le pauvre, il y a fini. Bah, c'est plus facile s'il y a Mmh. peut-être qu'il savait qu'il y avait pas beaucoup de monde. Visiblement, il y avait très peu de monde dans la mosquée. C'est sûr qu'il était plus tranquille Oui, que certains oui, supermarchés, oui, mais bon, ça reste que c'est tout quand à fait même possible. une mosquée. C'est tout à fait possible. Toujours est-il que, du moins contre l'accusation d'islamophobie, on a trouvé sur ces réseaux sociaux, hein, aucune trace de quelconque attaque ou propos islamophobes. Mmh En mh. général, ça se voit. Les gens qui sont orientés politiquement, haineux ou ce genre de choses, surtout Mmh. sur les réseaux sociaux, bah lui, il y a pas de traces. Mais cependant, il y a les traces justement qui nous montrent que oui, c'était quelqu'un qui était fasciné par le meurtre, tout ça. Bref, c'était un véritable dérangé, hein, pour une Mmh. fois. Heu, donc voilà. On verra bien ce que l'affaire, ce que la justice rendra, in fine. Mais on est quand même sur une situation où il y a beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de bruit, surtout de la part de la gauche, beaucoup d'excès. La fameuse ligne rouge, les musulmans Ouais, ont la fameuse peur, ligne rouge oui, de la bon, dame qui nous dit que les musulmans ont pas ça hem, on a déjà commenté ça, ça se passe ouais, de nouveaux ouais, on l'a déjà commentaires. commenté, mais c'est vrai que c'est le rapport au réel qui c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, pas seulement sur ça, mais en général, donc c'est vrai que c'est toujours assez dérangeant. Bon, dernier sujet, Voilà. LFI, le bouquin à charge sur LFI qui s'appelle La Meute. Alors je te laisse un peu là-dessus parce que moi j'ai vu ça sortir, mais bah, j'imagine que ça cible beaucoup le couple Mélenchon, Chikirou, d'après ce que j'ai Exactement. compris? Alors c'est un ouvrage qui est publié par 2 journalistes, au moins un journaliste anciennement chez l'Express, aujourd'hui chez Le Monde, et c'est un homme et une femme, et je ne sais plus, ce que fait l'autre. Il y a Bref, un ils ont Libé, mené hein, il y a un journaliste de Libé, c'est ce que je oui, c'est ça, ça a été, enfin, le livre a été entre autres relié par Libération, ce genre de choses, mmh. et en gros, il met en lumière le fonctionnement interne de la France insoumise, notamment son caractère, alors qui était quand même déjà connu, hein, des gens qui s'y intéressaient, mais là, c'est au grand jour. Son caractère antidémocratique, Mmh mh. voire même autocratique, l'espèce de culte du chef, Ouais. le chef Mélenchon évidemment, la petite cour qui l'entoure, c'est-à-dire que notamment lors de dîners, heu, tout le monde scrute, quand Mélenchon est là, savoir qui va avoir l'honneur de siéger à côté du souverain, enfin du chef, Mmh pour mh. reprendre les mots de Chikirou, hein: «Je suis la femme du chef», enfin je suis la compagne du chef. Heu, Tout le monde scrute, quand c'est lui qui appelle ou si c'est pas, carrément ses gardes du corps qui viennent chercher l'heureux élu. Bref, certains journalistes qui ont commenté justement sur l'ouvrage, heu, enfin disent: «Ça s'appelle la meute, on aurait bien pu appeler ça la secte». Ce qui est vrai, hein, avec les connaissances qu'on avait. On a aussi comme information que Corbière, Garrido, Ruffin, et Clémentine Autain, c'est ça? Les Mmh. purgés de la LFI auraient été, la cible de, plusieurs boucles Telegram, Ah bon? Et pourquoi d'ailleurs? C'est quoi de le de harcèlement et en fait, d'accusations de traîtrise, ce genre de choses. À partir du moment, en fait, où on émettrait des critiques vis-à-vis de la ligne du parti ou, des propos de Mélenchon qui, vaudraient, des insultes de sa part, ou de Chikirou. Mmh mh. Bref, on est sur des rapports les rapports d'une ambiance, tout à fait, toxique, Mais c'est la littéralement. Chikirou là qui a l'air assez toxique. C'est Moi ça. j'avais vu un petit reportage sur Oui, elle, entre autres. malheureusement, quand il y a quelquefois il y Ça a reste Mélenchon le chef cependant, hein, mais Sofia mmh, Chikirou, oui, c'est Sofia, je crois. Oui, Sophia, ouais. Mmh. oui, d'après les rapports, les informations données par des gens qui l'ont côtoyée, elle est, brutale, méchante, tiendrait des propos qui seraient dignes de quelqu'un pas du tout à gauche, Ah heu, bon? Du genre? du genre des propos qui seraient taxés de grossophobie, Ouais. Mmh mh. de misogynie ou de ce genre de choses. Bref, pas quelque chose qu'on attendrait de leur part.
On est en gros sur LFI, qui est un parti. C'est quelque chose qui a été mis en lumière par des journalistes, tout ça, enfin, mis en lumière, souligné par des journalistes qui ont parlé du livre, comme quoi LFI promeut la démocratie, et tout ça, et l'ouverture, alors qu'en interne, c'est un parti qui est extrêmement rigide, mais Et en externe, pas très souple. Enfin, oui, mais ils sont pour la 6ème République, le référendum d'initiative citoyenne, bref, ils sont pour plein de trucs en faveur de la démocratie. Mais c'est quand même à souligner qu'à peu près tous les partis sont des structures autoritaires, quand même. Oui. C'est rare, les partis, les mouvements. Il y a des mouvements qui sont plus horizontaux. Mais à partir du moment où tu as un parti qui prétend avoir une personnalité à la tête de l'État, fatalement, il y a un rapport de verticalité qui s'installe. Mais là, pas de bol, c'est tombé sur LFI qui a eu la lumière sur elle. Ce qui fait que Roussel, au moins Roussel, a pu lâcher ses petits mots contre Mélenchon. Bon, lui, on sait que c'est son beurre, hein, faire l'anti-mélenchonisme. Mais le RN, ça doit être quand même assez similaire. Peut-être moins toxique, tout de même. Quand même, j'ai l'impression, Mais- moi. Mélenchon, visiblement, il est dit irascible et colérique, terrifiant. Et tout le monde est Enfin, il est terrifié. autoritaire. Alors, surtout, il doit être, je pense, sur Telegram. Je sais qu'à un moment, il avait menacé quelqu'un, je ne sais plus qui c'était. En fait, alors la personne dit, un parlementaire insoumis qui est cité dans le livre, dit quand tu lui réponds, même sur un truc anodin, tu te dis toujours merde, qu'est-ce que j'ai dit, je veux pas être banni. Tout le monde a la boule au ventre parce que tout le monde a l'impression d'avoir dit un mot de travers et d'attendre la réaction du. Enfin, je peux imaginer. Mais visiblement, en tout cas, ça s'est beaucoup empiré chez lui. Et surtout depuis qu'il est en couple avec cette personne. C'est ça, L'effet du couple peut avoir un effet multiplicateur. C'est ça, certains y voient justement l'influence de Chikirou. Alors, c'est comme la fameuse phrase, je crois, de Gaulle, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et derrière des hommes de pouvoir, en général, il y a au moins une femme, qui est leur compagne, officielle ou non, ce genre de choses. Bref, les femmes en politique, en général, ont une certaine influence, plus ou moins grande en fonction de leur implication, bien sûr. Et puis là, Sophia Chikirou, c'est à se demander si ce n'est pas elle qui serait responsable, entre autres, du tournant plus banlieusard, populiste, pro-musulman, ce genre de choses, de LFI. C'est pas impossible. Mais elle fait beaucoup de remarques antisémites, visiblement, en tout cas. On n'est pas dans les arcanes de LFI pour savoir ça. Mais on peut remarquer des corrélations entre justement ses positions et celles actuelles de la LFI. Bon, tout ça n'est pas très folichon, comme on dit de avant. On est en même temps, on est en politique française, j'ai envie de dire, et puis on est avec LFI. Hein, on s'attend pas à quelque chose de très reluisant, surtout pas en interne. Ouais. Bon. Écoute, je pense que nous avons un peu épuisé nos sujets. C'est ça, on a terminé, effectivement. Ouais, on a fait 1h20, c'est beaucoup. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Flavie. Merci à toi, Noah, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.